Les crises et les ruptures étant devenues la nouvelle normalité, les modèles hérités du passé sont à réinventer. Nous explorons ici des thématiques variées, liées à la transformation des organisations et à leur adaptation à ces enjeux. Bienvenue sur Vitamine B, le podcast qui donne l'énergie aux décideurs de réinventer leur modèle. Vitamine B, un podcast du cabinet de conseil Bartol. Bonjour à tous, je m'appelle Raphaël Béziz, je suis associé chez Bartol en charge des sujets stratégie, transformation et innovation. On se retrouve aujourd'hui dans le cadre du Cercle de la transformation où nous allons aborder la question de comment retrouver la maîtrise de sa transformation. Ou dit autrement, dans un monde en bouleversement constant, comment les organisations peuvent-elles faire autre chose que subir des vagues de transformation successives qui s'empilent et qui finissent par user les équipes. Donc pour en parler, on m'a proposé à Catherine et Aïcha, toutes les deux membres du Cercle de la Transformation, de se joindre à nous. Catherine Echen, tu es responsable stratégie client à la branche grand public et numérique du groupe La Poste, après avoir piloté un portefeuille de près de 150 projets visant la transformation des points de vente dans le cadre du plan stratégique La Poste 2030. Bonjour Catherine. Bonjour Raphaël, bonjour Aïcha. Bonjour Aïcha. Aïcha, tu es déléguée transformation et performance chez GRT Gaz. Ton rôle est d'animer le projet d'entreprise au sein des directions, de l'incarner, le faire rayonner et développer une culture plus forte de la transformation et de la performance. Tu as mené par le passé des missions de recherche, développement et innovation au sein du groupe pendant une vingtaine d'années. Bonjour Aïcha. Bonjour Raphaël, bonjour Catherine. Et donc c'est un dialogue à trois que nous vous proposons avec vos témoignages à toutes les deux, que je ponctuerai, je me permettrai quelques parenthèses, avec des éclairages complémentaires pour mettre en perspective et apporter une petite touche théorique sur la base des exemples et des témoignages que vous allez nous partager aujourd'hui. Et merci encore d'être là. Donc, avant de vous laisser la parole, je vais dire juste quelques mots sur la thématique. Pourquoi on a choisi cette thématique et pourquoi est-ce qu'elle est si importante aujourd'hui ? Un chiffre pour commencer, sur le dernier baromètre 2024 des entreprises françaises, seuls 35% des dirigeants se sentent optimistes ou confiants, et c'est l'incertitude ou le pessimisme qui prédomine. La raison à cela, c'est que les défis qui tiraillent les dirigeants sont multiples et sont parfois contradictoires. Croissance, maintien de la rentabilité, engagement des collaborateurs, transition écologique, et tout ceci dans un contexte où les risques se multiplient, économiques, financiers, coût de l'énergie, pénurie de main-d'œuvre, etc. Donc pour résumer cette situation, je vais reprendre les propos d'un journaliste anglais qui s'appelle Josh Glancy, qui a déclaré 2 jours après le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, dans les colonnes du Sunday Times, « Nous vivons », donc j'ouvre les guillemets, « nous vivons, semble-t-il, dans une période de crise permanente, comme si l'histoire nous avait arraché nos bouées et brassards pour nous engouffrer dans un tourbillon d'événements qui s'enchaînent tellement vite que nul ne peut en prédire les conséquences. » Et l'auteur nomme cette période quelque peu cataclysmique la permacrise. Donc dans ce contexte de crise permanente, la réponse des entreprises, c'est bien évidemment la transformation permanente. Et donc on pourrait ainsi parler, si je reprends le parallèle avec ce que disait Josh, de perma-transformation. Et donc ça finit par créer une forme d'usure dans les équipes, on le voit, et on le voit dans tous les sondages, y compris les plus récents, sur le bien-être au travail. Donc la dernière étude Gallup cite notamment 14% uniquement de salariés en Europe qui se disent engagés dans leur entreprise. Et en France, la mauvaise nouvelle, c'est que c'est encore plus faible, c'est uniquement 6%, donc c'est le taux le plus faible en Europe. Donc c'est pourquoi nous avons décidé de traiter cette thématique sous la forme d'une question qui est presque existentielle pour les organisations. Transformation choisie, transformation subie, comment les entreprises peuvent-elles reprendre la maîtrise de leur transformation ? Pour aborder le sujet, est-ce que, Catherine, tu pourrais commencer par nous dire en quelques mots pourquoi tu te sens concernée par cette thématique ? Alors déjà, j'appartiens au cercle de la transformation, donc je suis forcément un peu intéressée par la transformation. Plus concrètement, dans le cas de La Poste, donc c'est une entreprise que j'ai intégrée il y a maintenant une quinzaine d'années, et en fait, c'est une entreprise qui se transforme
en permanence. Elle existe depuis plusieurs siècles, donc c'est une grande institution, mais elle s'est déjà transformée. Et pour ne citer que 2 exemples récents, il y a eu la création de la Poste mobile en 2011, et puis plus récemment, la mise en place du Code de la route, donc la possibilité de passer son examen du Code de la route en 2016. Et finalement, cette transformation, elle s'est aussi incarnée très spécifiquement dans les services facteurs, qui ont beaucoup évolué. Un autre exemple qui concerne les services facteurs, c'est par exemple veiller sur mes parents. C'est une offre qui permet d'assurer une télésurveillance à domicile. La Poste aujourd'hui arrive à un tournant de son histoire. Donc depuis plusieurs années déjà, il y a la baisse continue de son métier historique, le courrier. C'est une baisse de volume d'environ 6 à 10% par an, qui s'est accélérée avec le Covid, mais aussi la digitalisation des services bancaires, qui fait que la relation finalement avec les clients est de plus en plus distanciée et de plus en plus passe par le digital. Pour le réseau des bureaux de poste, donc pour lesquels je travaille, c'est donc un enjeu majeur de régénérer des flux, de faire venir les clients dans nos points de vente pour leur offrir les services dont ils ont besoin en proximité. Et ça passe par la diversification des activités, en s'appuyant bien sûr sur nos actifs, sur nos valeurs. Donc nos actifs, les bureaux de poste partout présents dans le territoire, et notamment dans des zones plus isolées ou des zones ou des petites villes. Et puis sur sa raison d'être et ses valeurs. La Poste est une entreprise qui incarne la proximité, la confiance, et elle est légitime pour proposer des services à la personne davantage. Donc comment finalement, tout notre enjeu va être de comment on s'ouvre à des partenaires externes pour transformer, diversifier nos activités. Donc ça me concerne directement. Merci Catherine. Aïcha, est-ce que tu peux aussi à ton tour nous expliquer pourquoi tu t'es sentie tout de suite concernée par cette thématique? Avec plaisir, Raphaël. Alors, pour rappel, GRT Gaz, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes leaders européens du transport du gaz. Et nous sommes également, tout comme la Poste, confrontés à une baisse, alors pas du courrier bien sûr, mais des consommations de gaz. Donc, pourquoi est-ce que ce sujet m'interpelle ? Tu l'as dit tout à l'heure, Raphaël, donc on est dans un contexte de crise permanente. Donc les crises sont de plus en plus dures et fréquentes, et elles bousculent forcément notre stratégie et nous poussent à nous transformer, à nous questionner. Et à mon humble avis, je suis convaincue que ce sont des opportunités fortes pour l'entreprise. Alors, à titre personnel, j'ai toujours eu à cœur de mettre toute mon énergie et mon savoir-faire pour que mon entreprise soit au rendez-vous de la transition énergétique. Et donc du coup, nous-mêmes, nous sommes confrontés à des pressions sociétales, législatives, environnementales, vis-à-vis du gaz fossile, qui peuvent parfois être mal vécues et générer de l'inconfort. À titre d'exemple, des décisions peuvent être prises au plus haut niveau, par exemple d'arrêter des chaudières à gaz ou à terme de ne plus avoir de véhicules thermiques en circulation dans quelques années, et cela nous impacte directement. Et du coup, nous, notre business model actuel, qui est de vendre des capacités de gaz naturel issues des gisements de gaz à nos clients, à la fois expéditeurs et consommateurs, est bousculé dans un contexte de régulation très fort. Donc notre business model s'érode et il n'est plus tenable face aux pressions environnementales et sociétales. Je terminerai par un dernier point, c'est qu'au sein de l'entreprise, nous avons également des prises de conscience de nos salariés, qui sont eux-mêmes citoyens, des prises de conscience ou de position, parfois sur certains projets qui peuvent percuter des décisions sur des projets pour lesquels on souhaitait assurer notre souveraineté énergétique nationale. Et on se rend compte en fait que le monde n'est plus linéaire comme avant. Les décisions d'hier ne font plus ou pas le consensus d'aujourd'hui. Et comment est-ce que GRT Gaz a réagi par rapport à ces crises, à ces pressions? On s'aligne progressivement aux nouvelles attentes de nos parties prenantes qui nous demandent de réduire notre empreinte carbone. Nos clients souhaitent verdir le gaz qu'on leur achemine. Donc progressivement, nous préparons l'arrivée de gaz plus verts dans nos tuyaux, comme le biométhane, qui est issu de la transformation de nos déchets, qui est une énergie locale, française, l'hydrogène, le CO2, qui sont également des vecteurs de décarbonation de notre tissu industriel. Merci Aïcha pour ce témoignage. Donc, je vais faire un petit mot théorique du coup pour mettre en perspective ce que vous venez de dire. Il y a différents types de pressions qui peuvent s'exercer sur des organisations, et je pense que vous les avez à peu près toutes citées.
Donc il y en a de trois natures. Il y a les pressions coercitives. Donc, les pressions coercitives, c'est des pressions formelles qui sont imposées soit par d'autres organisations, soit par des institutions. Donc c'est le cas notamment des pressions législatives ou réglementaires. Donc l'arrêt des chaudières à gaz en est un bon exemple. Donc ça vous tombe dessus et il faut s'y adapter, il n'y a pas le choix. Les pressions climatiques aussi, qui font peser un risque physique sur des actifs par exemple, et donc qui peuvent impacter directement le modèle économique d'une entreprise. Donc tout ça, c'est des pressions coercitives. Ensuite, il y a des pressions normatives. Donc les pressions normatives, c'est des pressions qui sont liées, donc, comme leur nom l'indique, à des normes, mais aussi potentiellement à des pratiques informelles qui peuvent être adoptées par d'autres parties prenantes de l'entreprise. Donc, tu citais, Catherine, le cas des clients qui se détournent de certains usages pour aller vers du digital ou qui ne se déplacent plus dans les agences bancaires. C'est typiquement des pressions normatives. Donc ça peut être des évolutions d'attente de clients, mais aussi de fournisseurs, qui peuvent mettre aussi une forme de pression à l'entreprise. Ça peut être les actionnaires. Ça peut être des pressions internes aussi, des collaborateurs qui ont des attentes et des exigences particulières par rapport à leur employeur. Et ça peut être des nouvelles technologies qui créent aussi une pression en termes de compétitivité. Et enfin, la troisième catégorie de pression, ce sont les pressions qu'on appelle mimétiques. Ce sont des pressions qui poussent les entreprises à s'inspirer d'organisations similaires. Donc ce n'est pas des pressions directes, mais c'est des pressions sectorielles qui peuvent intervenir. Et donc on a tendance à vouloir copier ce que font nos concurrents pour ne pas perdre la longueur d'avance qu'on a. Et donc c'est une forme de pression tout à fait qu'on a tendance à négliger, mais qui s'exerce de manière tout aussi forte sur les organisations. Un point aussi à souligner, c'est que ces pressions, elles sont interdépendantes. Donc tout ça, évidemment, se cumule et interagit, et ces pressions interagissent entre elles. Et donc c'est le cumul de toutes ces natures de pression qui s'accélèrent et qui contribuent à ce sentiment, à cette perception que les transformations sont de plus en plus subies, puisqu'elles sont le résultat de pressions qui sont de plus en plus fortes et qui s'intensifient. Quelques chiffres justement pour illustrer ce dernier point. Je vais en citer 4. Il y a 78%, d'après un sondage des Échos, des Français qui se disent engagés en faveur de la consommation responsable. Donc ça, on voit que c'est une préoccupation qui n'existait pas encore il y a quelques années et qui prend de plus en plus d'ampleur et qui pèse sur les entreprises et qui les incite évidemment à se transformer. Deuxième chiffre, 75% des PDG, des directeurs financiers estiment que leur activité est exposée à des risques climatiques. Voilà, je ne vous apprends rien, mais en tout cas, on sait que c'est une préoccupation et on l'a vu dans vos témoignages qui est de plus en plus forte. 73% aussi des entreprises ont connu des difficultés d'approvisionnement liées à la crise du Covid en 2020, selon aussi un sondage des Échos. Donc ça, on sait, les risques géopolitiques ou les risques climatiques font peser des risques sur le sourcing des entreprises qui pèsent aussi sur la transformation, qui en tout cas incitent à la transformation. Et enfin, dernier chiffre, c'est 60% des emplois actuels qui seront touchés par l'IA générative dans les économies avancées, et donc qui aussi crée une pression de productivité et d'adaptation des organisations à ces nouvelles technologies. Donc, on le voit, des pressions de nature diversifiée qui s'intensifient, qui sont interdépendantes les unes des autres. Et donc, face à ça, évidemment, les organisations peuvent et doivent réagir de manière individuelle à chacune de ces pressions qui s'exercent sur elles. Une nouvelle réglementation arrive, évidemment, il faut verdir le gaz si demain c'est la norme ou si c'est les attentes des usagers. Donc ça, évidemment, c'est la stratégie, c'est ce que font en général bien chaque entreprise. Et ce n'est pas le sujet de ce podcast. Donc le sujet de ce podcast, la question à laquelle on a cherché à répondre tous les trois ensemble, c'est de réfléchir de manière plus systémique. Quels sont les leviers qu'une organisation peut mettre en place et doit mettre en place pour développer sa résilience et se donner les moyens de répondre de manière plus systématique à l'ensemble de ces pressions et reprendre cette maîtrise, renouer avec la maîtrise de cette transformation plutôt que de subir ces transformations et ces pressions successives et séquentielles. Donc la question, c'est comment une organisation peut réagir face à cette accélération de pression. Ensemble, dans nos échanges de préalable, on a identifié 6 leviers, donc je vais vous passer alternativement la parole pour les commenter, en dire un mot, et sur la base de vos expériences évidemment personnelles. Donc le premier levier, je vais te passer la parole Catherine, c'est la capacité d'une organisation à conjuguer temps court et temps long. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est important et comment tu l'as mis en place chez La Poste ? Alors, est-ce que je l'ai mis en place ? Je ne suis pas forcément la seule parce que La Poste est une très vaste entreprise, mais effectivement, une illustration assez concrète de cette façon de conjuguer temps court et temps long, ça a été la construction de notre plan stratégique à 2030. Finalement, jusqu'à présent, nos plans
nous projeter à 5 ans. Et là, le président du groupe, avec l'ensemble du COMEX, a décidé de nous faire réfléchir collectivement, dans une démarche d'entreprise large, à une projection à 10 ans. Donc, on était en 2019, c'était presque un peu plus. Et finalement, en se projetant à un aussi long terme, ça permettait, j'allais dire, d'ouvrir ses chakras, de faire un pas de côté, de réfléchir autrement, une forme d'audace finalement, pour permettre justement d'insuffler cette dynamique de transformation en réfléchissant autrement. Et donc, en se projetant dans un temps très long qu'on n'est pas capable d'imaginer finalement, mais qui permet d'imaginer justement un champ des possibles très, très divers. Évidemment, cette stratégie qui a été posée à 2030, elle a été également étayée de jalons beaucoup plus courts, parce que finalement, c'est comme ça un peu le moteur de la transformation, c'est d'avoir une échéance et des résultats qui soient mesurables, donc à un temps un peu plus court terme. Et finalement, un exemple assez marquant, c'est que dans la stratégie à 2030, on avait envisagé une diminution assez importante de notre nombre de bureaux de poste. Cette diminution a été temporisée pour répondre justement, notamment suite à la crise Covid, à une réaffirmation du besoin de poste et du besoin de proximité, mais nous demande de réfléchir autrement. Parce que pour maintenir un maillage aussi important, j'allais dire, de points physiques, il faut avoir des moyens de le financer. Et donc, il faut avoir une réflexion autour de partenariats, bien sûr, avec les communes, avec les mairies, mais aussi plus commerçants, avec les artisans locaux, et de pouvoir, du coup, diversifier, finalement, la nature des services qu'on va proposer dans un bureau de poste. Pour donner un tout petit exemple concret, on a choisi une accélération un peu depuis la fin d'année dernière et qui se concrétise davantage cette année. C'est par exemple la vente de produits utiles. Donc, je citais juste un exemple, un petit kit d'autocollants que vous pouvez coller sur vos objets à valeur qui permet à toute personne qui les retrouverait quand ils sont perdus de vous les restituer, d'identifier le propriétaire et de vous les restituer. Voilà, c'est un petit exemple pratique. C'est pas ça qui va sauver la Poste, mais c'est une façon aussi de rendre nos lieux plus attractifs, plus utiles au quotidien, en complément de nos services. On voit bien, du coup, l'articulation de ton long, ton court. C'est ça. À terme, et en même temps, commencer par des quick wins et des projets symboliques à court terme. En attendant de trouver le partenaire idéal. Et puis, c'est une manière d'ancrer un peu le changement des nouveaux repères. Exactement. J'en reparlerai tout à l'heure. Aïcha, tu... Oui, alors avec plaisir, je peux vous donner effectivement un exemple de notre côté aussi. Nous lançons à GRTGA cette année un nouveau projet d'entreprise, à Horizon 2030, qui embarque notre stratégie, notre vision, et en résonance avec notre raison d'être. Alors c'est une démarche qu'on a voulu participative, qui embarque l'ensemble de nos parties prenantes, pour favoriser l'esprit d'équipe, la fierté d'appartenance, qui est assez forte chez nous, donner du sens et de la cohérence avec les valeurs portées par ce nouveau projet d'entreprise. Alors dans un contexte qui est fluctuant, incertain, alors c'est plutôt inhabituel pour nous de nous projeter à horizon 6 ans. On a plutôt l'habitude d'avoir des pas de temps, plutôt de 4 ans. Il reste compliqué de se projeter, cela peut même en décourager certains. Et donc, en parallèle de ça, on va mener, donc, du coup, tout comme la Poste, un travail d'identifier des résultats intermédiaires à court terme sur lesquels on va se poser pour jalonner en fait, notre feuille de route à venir. On est conscient qu'on devra adapter et ajuster en permanence sur des temps courts. Très clair. Donc ça, c'était notre premier levier. Merci à toutes les deux. Deuxième levier, je te redonne la parole tout de suite, Aïcha. Tu as juste le temps de reprendre ton souffle. Deuxième levier, c'est la capacité à capitaliser sur l'existant, à revenir sur l'ADN de l'entreprise, à ses assets, si vous me passez cet anglicisme, à ses actifs clés. Est-ce que tu peux nous en dire un mot ? Alors déjà, en soi, le fait de verdir notre gaz, c'est aussi une manière de capitaliser sur notre asset, de le maintenir sur la durée et puis de lui trouver un nouvel usage finalement. C'est une première manière de capitaliser sur l'existant. Moi, du coup, sur cet exemple-là, je voulais plutôt axer sur l'humain. Et quand on parle transformation, on peut avoir l'impression de devoir repartir de zéro. Or, capitaliser sur l'existant, sur les compétences déjà acquises au sein de notre entreprise, permet d'aller plus vite. Je donnerai un exemple après, en s'appuyant sur notre capital humain, l'organisation qui est déjà en place, qui est efficiente.
Du coup, à GRT Gaz, nous, on a un levier qui est assez fort, c'est l'engagement des collaborateurs. Il faut savoir qu'on est une entreprise qui propose un service public de transport. Et nos salariés sont très engagés dans cette mission de transporter le gaz, apporter le gaz, l'acheminer. Beaucoup sont fiers d'incarner cette mission. Et donc, c'est l'humain, ce socle, il s'est construit sur plusieurs décennies. Alors, on n'a pas plusieurs centaines d'années comme la Poste, mais on a un socle assez solide. Et demain, ce sera une vraie force sur laquelle on pourra s'appuyer pour se transformer. Et l'exemple que je voulais vous donner, c'était que l'année dernière, on a mis en service un terminal flottant au Havre. Donc c'était un tout nouveau projet qui était incontournable pour assurer notre souveraineté énergétique nationale. Et nos équipes se sont mobilisées en un temps record pour mettre en service, donc en utilisant leurs compétences. Donc ils se sont mis en ordre de bataille et donc ils ont livré le projet. Normalement, pour livrer un projet comme ça, c'est 5 ans. Ils l'ont livré en 1 an. Donc tout le monde s'est mobilisé. Donc voilà. Donc quand face à une urgence aussi, on a cette capacité à se mobiliser et donc nos collègues l'ont montré. En capitalisant sur une organisation projet éprouvée. Exactement, c'est ça. Et donc notre défi à nous, je terminerai là-dessus, c'est de transporter des nouveaux gaz. C'est des nouvelles molécules qui ont des caractéristiques différentes. Pour l'instant, on ne sait pas entièrement transporter. Et donc, dans un contexte de transformation fort, où on sait qu'il y a un enjeu d'employabilité de nos collaborateurs pour transporter ces nouveaux gaz, on sait maintenant qu'on monte compétent sur ces nouveaux gaz, qu'en partant de ces acquis, de cette expérience, qu'on sera en capacité d'acheminer ces nouveaux gaz et que le gap, en fait, pour acheminer ces nouveaux gaz, pour être opérationnel, il n'est pas insurmontable. Et donc, cela redonne forcément confiance en nos capacités à faire et en l'avenir. Merci Aïcha. Je vais peut-être juste rebondir rapidement parce que c'est très inspirant, je trouve, ce que tu exprimes, Aïcha. Et on pourrait parler de la Poste de manière assez similaire parce que, bien sûr, c'est une institution à laquelle les collaborateurs sont très attachés et ils sont particulièrement engagés au service de leur groupe et au service aussi, d'ailleurs, des usagers. C'est le terme qu'on utilisait jusqu'à il y a un certain temps. Et maintenant, des clients qui sont accueillis, alors plus particulièrement, par exemple, dans les bureaux de poste. Et finalement, là où on voit que les forces du groupe sont essentielles pour pouvoir accompagner et se transformer, c'est très clair à travers, je l'ai cité, le maillage territorial, donc la présence finalement déjà physique des bureaux de poste, mais aussi des facteurs d'ailleurs dans le territoire et qui peut permettre de proposer éventuellement à des entreprises partenaires justement d'utiliser ce réseau de distribution de proximité. Et c'est aussi les valeurs de la Poste, et tu as cité la dimension humaine, et c'est vrai qu'en particulier à la Poste, ce qui est important, c'est la relation humaine. C'est vraiment le cœur quelque part du savoir-faire de nos collaborateurs. Et finalement, dans ce monde qui est de plus en plus digitalisé, où on est de plus en plus quelque part à distance et à utiliser des services distants, on sent qu'il y a un besoin de maintenir une relation humaine de proximité. Et ça va être un levier pour nous très fort pour imaginer des nouvelles activités dans nos bureaux. Très clair. Donc on voit bien qu'il y a plein de façons de capitaliser sur l'existant. Avec l'existant, ce n'est pas uniquement les actifs les plus tangibles ou les plus évidents, et vous l'illustrez bien par vos 2 témoignages. Troisième levier, c'est mettre l'organisation en cohérence avec les objectifs de la transformation. Catherine. Alors j'ai un exemple assez clair et assez évident de ce qui a été fait dans la création de la nouvelle branche grand public et numérique à laquelle j'appartiens, qui a été finalement la réunion de 3 anciennes entités qui étaient avant dans d'autres organisations. Le réseau des bureaux de poste d'un côté, l'activité numérique, et en particulier tout le numérique de confiance, et puis la dimension marketing des offres des services de proximité et du colis. Et en fait, la réunion de ces 3 entités, donc ça a été un premier cap, mais finalement, c'est pas si simple de réunir c'est presque des cultures d'entités, d'activités très différentes. Et donc, il y a eu 2 étapes significatives, en fait, pour aligner l'organisation. La première, donc, c'est déjà que cette entité a constitué quelque part sa feuille de route stratégique au travers de 3 piliers. Le client, le développement commercial et la présence. Et un travail a été fait pour que l'organisation en territoire, quelque part, reflète ces 3 piliers.
Et donc, tous nos directeurs exécutifs, qui sont nos patrons de région, finalement, en charge de l'ensemble des bureaux de poste et de l'ensemble des activités qui est exercées en bureau, ont 3 adjoints, un en charge du développement, un en charge de la présence et un en charge du client. Donc, ça a été une occasion. Et d'ailleurs, ça a été très nouveau, notamment pour le client. Parce que pour incarner cette priorité client du groupe La Poste, avant, la filière qui travaillait sur le client et l'expérience client était rattachée au commercial. Donc là, on lui a donné une vraie place à cette occasion. Et dans la deuxième étape, finalement, 1 an après, ça a été la transformation de l'organisation des équipes de siège sur ce même modèle. Et donc, Nathalie Collin, la patronne de notre branche grand public et numérique, s'est adjoint 3 directeurs généraux en charge chacun d'un pilier, le client, le développement et la présence. Voilà une illustration concrète qui permet finalement aux collaborateurs de se sentir aussi fédérés et engagés autour des priorités du plan stratégique. Très clair, et on sait que c'est pas simple de toucher à l'organisation, mais que ça peut être puissant, dans votre cas, par rapport aux enjeux qu'il y avait, de le faire quand c'est nécessaire. Merci Catherine. 4e pilier maintenant, 4e levier, revenir au pourquoi de la transformation. Est-ce que Aïcha, tu peux me dire ce qui se cache derrière cette formulation énigmatique ? Alors, du coup, moi, j'ai 2 exemples un peu emblématiques à vous partager, que sont la fresque de la transformation et l'entreprise à impact. Donc, la fresque de la transformation, c'est un atelier qu'on est en train de mettre en place en GRT-Gaz pour ne plus subir les transformations. Alors, l'objectif de cette fresque, c'est d'accompagner les salariés dans la transformation initiée depuis quelques années déjà par notre précédent projet d'entreprise, en s'inspirant du format fresque, qui est bien connu maintenant, qui aide à prendre conscience et s'engager dans l'action. Alors, c'est un atelier pour mieux comprendre pourquoi il est vital de se transformer, pour être en capacité d'adresser les nouveaux enjeux qui s'ouvrent à nous, en rappelant le sens et la vision que l'on se donne. Et enfin, c'est l'opportunité d'identifier des leviers qui sont à notre main pour redonner du sens, des perspectives et des marges de manœuvre aux managers et aux équipes. Et enfin, le deuxième exemple que je voulais vous partager, c'est que, plutôt marquant, c'est qu'on est en train de réfléchir donc, à être entreprise à impact demain, en se questionnant sur comment impacter positivement. Alors, à mon sens, c'est un levier puissant pour donner du sens également et transformer les pressions environnementales et sociétales en vraies opportunités d'épanouissement personnel et collectif. On sent que certains en ont besoin au travers des actions engageantes qui mèneront demain. Très clair. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de revenir au pourquoi et on le met un peu à toutes les sauces, mais là on voit bien par les 2 exemples que tu cites qu'on peut le faire de manière très concrète et très pragmatique, et donc c'est ça que je trouve intéressant. Exactement. 5e levier, alors là vous allez me permettre un petit détour théorique. Donc, on l'a appelé, avec Catherine et Aïcha, augmenter la latitude décisionnelle. Donc, pour introduire cette notion, ce concept de latitude décisionnelle, en fait il fait référence à un modèle, qui est un modèle de psychosociologie, qui s'appelle le modèle de Karasek, qui est un modèle à la base d'analyse du stress au travail. Et ce modèle, il fait un lien, il crée une corrélation, il identifie une corrélation entre, d'une part, le stress, l'anxiété des collaborateurs, et d'autre part, l'absence de latitude décisionnelle, et donc, dit autrement, le sentiment de ne pas maîtriser ce qui nous arrive, de ne pas participer à la décision, de ne pas avoir les marges de manœuvre nécessaires sur la façon d'agir face à un contexte. Donc, si on le tourne positivement, plus on donne aux individus la possibilité de participer aux décisions, de maîtriser ce qui leur arrive, de leur donner les marges de manœuvre, plus effectivement le stress diminue, l'anxiété diminue, et puis ils se sentent en capacité de reprendre la maîtrise de ce qui arrive. Donc par rapport à notre thématique évidemment qui est de reprendre la maîtrise de la transformation, on voit bien tout l'intérêt de ce concept de latitude décisionnelle. Et donc la question c'est comment est-ce qu'on peut concrètement organiser le travail différemment, comment est-ce qu'on peut créer ces nouvelles marges de manœuvre pour créer un espace de latitude décisionnelle. Catherine. Alors, je vais en parler de manière très concrète, puisqu'on a lancé justement en ce début d'année, dans le cadre de la réflexion sur la diversification de nos activités, et la réflexion autour de la nécessité de développer une posture marchande, une posture client dans les bureaux de poste. On a mis en place un programme qu'on a appelé PILS. Alors, PILS, ce n'est pas la bière que certains connaissent, c'est le pouvoir d'initiative locale en secteur.
Le secteur étant un ensemble de bureaux de poste. Qu'est-ce qu'on a voulu faire en fait à travers cette démarche? C'est qu'on avait une façon finalement assez centralisée et assez descendante d'engager nos collaborateurs sur des transformations, de nouvelles activités, de nouveaux projets. Et là, l'idée, c'était vraiment de donner aux managers locaux, au patron du secteur, à son comité de direction et à l'ensemble des collaborateurs qui constituent le bureau de poste, en particulier les chargés de clientèle qui sont dans l'espace de vente, des marges de manœuvre pour pouvoir eux-mêmes expérimenter, tester des nouvelles formes de diversification. Ce programme, quelque part, il a constitué à leur donner un cadre pour ces marges de manœuvre, mais en même temps, un ensemble de kits d'actions facilement actionnables à leur choix et adaptables aussi ou personnalisables à leur choix, sur 3 axes. Le premier, c'est la mise en place d'une offre locale. Donc, j'ai par exemple un chocolatier, à l'occasion récemment des fêtes de Pâques, je peux proposer une animation autour de la vente de chocolat dans le bureau de poste avec ce commerçant, avec toutes les indications de comment je la mets en place, comment j'offre un espace de vente au commerçant qui peut lui-même vendre ses produits, ou alors je mets en rayon un type de produit que je n'ai pas forcément l'habitude de vendre, mais que les chargés clientèle vont pouvoir conseiller le client sur l'achat de ce produit. Ça, c'est le premier pilier, l'offre locale. Le deuxième, c'est comment finalement mettre en place une expérience client différente, différenciante. On a une image souvent très institutionnelle du bureau de poste dans lequel on vient plutôt par contrainte. Là, l'idée, c'était justement de pouvoir faire plaisir à nos clients, de pouvoir leur donner le sourire, de pouvoir aussi les surprendre. Et donc, par ça, changer l'image de la poste. Je prends un exemple tout simple. On parle souvent des files d'attente en bureau de poste. Donc, même s'il y a de moins en moins de flux, les gens se plaignent d'attendre. Et là, l'idée, ça peut être, par exemple, de leur proposer un petit questionnaire pendant leur attente autour de la dimension responsable du groupe. Et le groupe a énormément d'actions et d'engagements assez méconnus, d'ailleurs, du grand public sur sa dimension responsable, ses offres et services. Et donc, par ce quiz, ça permet d'animer un peu la file d'attente et de créer aussi un dialogue, pourquoi pas, avec le chargé clientèle. Et le troisième axe, c'est l'audience. Comment, finalement, en secteur, au local ou dans un bureau, je peux toucher les clients de ma zone de chalandise pour les informer d'un événement, d'une nouvelle offre, d'un changement de conseiller, sans évidemment saturer la communication avec nos clients. Mais ces exemples-là sont des leviers pour changer la culture de l'entreprise et que chacun s'empare au local de cette transformation. Alors moi, je peux rebondir également. Je peux vous donner un exemple à GRT Gaz sur ces latitudes décisionnelles qui sont plutôt... sous l'égide des managers qui sont les relais clés de la transformation à venir. Donc, parfois, certains managers n'ont pas intégré que les changements à venir sont indépendants d'eux et non maîtrisables. Donc, ils subissent au quotidien ces changements et ils ne sont pas outillés pour agir. Donc, ce qu'on souhaite mettre en place, c'est justement outiller ces managers pour qu'ils sachent lever les résistances de leurs équipes, aller chercher l'adhésion, trouver les bons mots pour donner une vision, un cap, être en capacité de challenger les manières de faire, les pratiques de leurs équipes. C'est finalement redonner la latitude à nos managers et à leurs équipes. Et donc tout cela pour finalement créer les conditions de réussite d'un changement dans lequel chaque membre de l'équipe puisse être en capacité d'identifier son intérêt, trouver le sens, et que chaque équipe redevienne finalement actrice et motrice de son changement et de sa transformation. Alors je résumerai en une phrase, c'est ne plus subir la transformation, mais l'anticiper. On aurait pu presque s'arrêter sur ça, mais il y en a quand même un 6e, qui, je dois dire, est mon préféré, parce que c'est mon ADN d'innovation, c'est ma casquette d'innovation. On l'a appelé renouer avec un esprit entrepreneurial. Et on le sait, les entrepreneurs sont ces gens qui ont une capacité à avoir des opportunités en toute situation. Donc la question que je te renvoie, Aïcha, c'est comment on arrive, quand on est une grande organisation comme GRT Gaz, à garder cet esprit entrepreneurial? Alors moi aussi, je viens d'un passif innovation assez important, donc c'est un sujet qui me parle. Et en même temps, à GRT Gaz, on souhaite insuffler une culture de la transformation plus forte qu'elle n'est, en expliquant que les crises qui se présenteront à nous seront notre quotidien,
Et elles sont indépendantes de notre volonté. Donc, plutôt que, tu l'as exprimé, être en mode résistance, etc., c'est plutôt l'accepter et être dans un mood différent, plutôt positif. Et que plutôt donc que subir ces transformations, on puisse les anticiper demain, qu'on les traverse avec sérénité pour être plus fort. Et qu'on soit finalement adapté au monde de demain. Et je terminerai là-dessus, ce sera finalement mon mot de la fin, insuffler une culture de la transformation. C'est aussi donc développer des démarches participatives. Catherine l'a dit tout à l'heure, l'humain est la clé, en favorisant l'écoute des salariés pour créer les conditions de confiance qui sont incontournables pour faire de nos salariés les moteurs du changement et de la transformation. Et pour rebondir sur ce terme, que les salariés soient moteurs du changement et de la transformation, un exemple très simple à la Poste, ça fait quelques années déjà qu'il y a un programme d'intrapreneuriat qui est mis en place. Il a changé de nom récemment pour s'accorder à notre plan stratégique qui s'appelle Impulser 2030. Et finalement, ce nouveau nom incarne encore davantage cette volonté que les collaborateurs qui ont des idées, qui ont aussi une envie de s'engager pour le groupe de manière un peu différente, c'est-à-dire se projettent dans des nouvelles activités, des nouvelles idées d'offres ou de services, puissent le faire avec un accompagnement approfondi de la construction d'un business plan, du challenge de cette idée auprès des clients, auprès des élus, auprès de partenaires potentiels. C'est 3 à 9 mois de mobilisation pour les équipes sur un projet donc, qui permet à la fois d'acquérir des compétences, mais aussi d'être réellement moteur de la transformation, puisque certaines de ces idées ou produits sont mises en place effectivement. Je vais ne citer qu'un seul exemple, une nouvelle filiale du groupe qui s'appelle Nouvelle Attitude, qui en fait est une entreprise d'insertion par l'activité économique et qui travaille justement sur les circuits courts et sur la manière d'accompagner les entreprises. Elle recrute et forme et accompagne vers l'emploi des personnes qui étaient jusqu'alors éloignées de l'emploi en leur permettant de contribuer à l'économie solidaire. Voilà, ce sera le mot de la fin pour ma part. Passionnant, merci à toutes les deux. C'était effectivement notre 6e levier. Donc, je vous remercie vraiment chaleureusement. C'est le premier podcast du Cercle de la Transformation et vous avez vraiment joué le jeu. C'était un gros travail de préparation en amont. Donc merci Aïcha, merci Catherine pour ce travail-là. C'était un plaisir de le faire avec vous. Je récapitule pour nos auditeurs les 6 leviers que vous avez évoqués. La capacité à conjuguer temps court et temps long, et de manière assez concrète et tangible. La capacité à capitaliser sur l'existant, à revenir à l'ADN et aux actifs tangibles ou intangibles de l'entreprise. La mise en cohérence de l'organisation avec les objectifs de la transformation, et on voit que ce n'est pas évident, mais qu'il y a des solutions et des façons de le faire. Revenir au pourquoi de la transformation, et pareil de manière aussi très concrète. Augmenter la latitude décisionnelle, donner des marges de manœuvre aux collaborateurs, et enfin renouer avec cet esprit entrepreneurial, cet état d'esprit, cette façon de voir les choses. Et aussi, encore une fois, de manière assez concrète. Donc, merci encore. Vous pouvez contacter nos invités sur LinkedIn, qui se feront un plaisir de vous répondre si vous avez des questions. Et puis retrouver toutes les publications du Cercle de la Transformation sur le site web de Bartol et sur nos comptes LinkedIn. Bonne journée. Merci encore Raphaël pour cette invitation. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Bonne journée.